Bonjour, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. School TV, le MAG, une demi-heure concernant la scolarité de vos enfants, à chaque fois des thématiques, qu'elles soient sur le plan local ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Le sommaire de ce tout nouveau MAG, immersion totale cette fois-ci, aujourd'hui dans le Val-de-Marne. On s'intéresse aux politiques éducatives de Fontenay-sous-Bois, ville de plus de 50 000 habitants, à quelques encablures, vous le savez, de Paris. De nombreux dispositifs sont mis en place pour, vous allez le voir, garantir l'égalité dans l'éducation. L'égalité des chances, ça passe aussi par des vacances pour tous. Et oui, pourquoi pas, la municipalité met un point d'honneur, vous le verrez, à faire découvrir d'autres horizons à ses élèves. Mer, montagne, quel est l'impact de ces classes dites transplantées? On en parle avec monsieur le maire dans un instant. Et puis, il y a une loupe. La loupe, c'est avec Alix. Oui, je vous parle d'un très beau projet. Il était une fois la Seconde Guerre mondiale, porté par un animateur jeunesse passionné d'histoire à Fontenay. Et c'est pas moi. On voit ça dans un quart d'heure. Monsieur le maire, Jean-Philippe Gautret, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Le maire de Fontenay-sous-Bois. Quand on vous dit le mot éducation, ça vous évoque beaucoup de choses, mais quelle est votre philosophie, vous, à Fontenay-sous-Bois? D'abord, c'est notre priorité. Je dis souvent, quand on n'aura plus les moyens de faire grand-chose, la dernière des choses, on fera tout ce qu'on peut pour l'éducation. Et je crois que Pour pas rogner sur le budget éducation, c'est ça? Non, c'est un de nos points forts. D'ailleurs, parfois, des familles arrivent à Fontenay pour tout ce qu'on fait en direction des enfants. Vous êtes connu pour ça. Des familles, ouais. Questions éducatives, en lien avec le sport, la culture. On y met beaucoup d'importance. Ça représente combien de la somme globale du budget total? On est à en pourcentage, près de grosso modo. 10% du budget global. On fait énormément d'actions culturelles, lire le théâtre, les séances de cinéma scolaire, la médiathèque, tout ce qu'on fait en direction de la lecture. Et puis évidemment le sport à l'école. En année olympique, on en a rajouté. Ouais. Mais ça fait partie voilà, par exemple, on a la boxe éducative, on a le judo, on a la patinoire, puisqu'on a une patinoire, évidemment le savoir nager, bref, tout un certain nombre d'initiatives qui doivent favoriser l'émancipation des enfants, quels qu'ils soient. À ceux qui doutent, monsieur le maire, qui se demandent si l'école tient encore, oui ou non, sa promesse républicaine, vous dites à Fontenay, oui? Grâce au dispositif que vous mettez en place sur l'égalité des chances. En complémentarité avec l'éducation nationale, on y ajoute beaucoup notre part. Je n'ai pas parlé des classes de découverte, on en parlera tout à l'heure, mais qui est un élément extrêmement important. Moi, je suis un bébé fontenaisien, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. J'ai encore des copains qui me parlent de ces classes de découverte. Mais on va en parler tout de suite si vous voulez, parce que effectivement, ces classes de découverte, c'est 25, c'est ça? Je me 25 trompe pas, classes, près de 600 enfants qui chaque année partent gratuitement. Chaque année gratuitement, donc je sais que vous mettez un point d'honneur, c'est accompagné d'une petite note, et on a senti que effectivement ça vous prenait au trip et que vous n'étiez pas content que l'État n'aide pas plus concrètement effectivement les communes comme les vôtres. Quelle que soit son origine sociale, on a un moment où on va partager 10 jours en collectivité, à la montagne, au Grand Bornand, dans notre centre de vacances, à la mer. C'est important de découvrir un autre environnement et d'apprendre la vie collective avec la diversité que les uns et les autres ont. Et donc pour nous... Et on crée des liens différents, notamment avec son professeur? Évidemment, avec son professeur, avec les équipes d'animation, dans des environnements différents. Je crois que c'est l'apprentissage du vivre ensemble qui est parfois un peu galvaudé. En tout cas, pour nous, c'est important, d'autant plus qu'à Fontenay, au contraire de ce qu'on peut penser, on a une ville très hétérogène d'un point de vue sociologique. On a des quartiers politiques de la ville, en REP. Et puis on a des quartiers très bourgeois. Je rappelle souvent que j'ai fait la télé il y a quelques années parce que près de 600 familles payaient l'ISF. Donc voilà, on a une diversité sociologique, culturelle auquel on est attaché et pour lequel il faut travailler au nous. Et je crois que l'école, ça doit être ce ciment-là et on y travaille. Et je pensais que vous êtes à la tête effectivement de cette ville depuis un petit peu plus de 8 ans maintenant. Est-ce que c'est pour certains, ces classes de découverte, parfois une première expérience en collectivité? Parfois, oui. Il faut même travailler, sensibiliser les familles pour pouvoir convaincre qu'il est important de partir, de découvrir, de partager. Et pour continuer à travailler, j'ai envie de dire, en lien avec l'école, on a nos obligations qui sont en direction des écoles élémentaires et maternelles, mais on a développé des dispositifs particuliers, classe à horaires aménagés théâtre, dans un des collèges de la ville, classe à horaires aménagés musique dans une autre partie de la ville, en lien avec nos services culturels. Et par exemple, cette année, en résidence pendant 3 ans, en lien avec nos centres de loisirs, on a Zaya Ziwani en résidence, célèbre chef d'orchestre, qui travaille pour l'apprentissage de la culture et de la musique en direction de tous les publics.
Et vous parliez donc des disparités au sein de la population. Comment est-ce qu'on fait justement pour fédérer tous ces enfants, quel que soit leur milieu ? Par exemple, sur les classes de découverte, on oblige à ce qu'il y ait une école un peu plus privilégiée, une classe qui parte avec une classe d'un quartier un peu moins privilégié pour travailler à des liens, à des projets inter-quartiers, voilà, d'apprendre à connaître l'autre. Et je crois que c'est important d'intégrer ça dans le projet pédagogique. Et puis, c'est l'ensemble qu'on partage. Par exemple, j'ai l'habitude de dire à Fontenay, on a une forte restauration collective. On est réputé au niveau national sur la qualité de notre restauration collective. On sensibilise aussi aux plats venus de tous les pays. On a fêté cette année les 50 ans, célébrer les 50 ans du coup d'État au Chili, puisqu'on a accueilli beaucoup de Chiliens. On a fait un plat chilien et on a travaillé sur la culture chilienne avec les enfants, avec les professeurs, en lien avec l'histoire. Et vous sensibilisez aussi les parents à l'importance de cette mixité ? En tout cas, on y travaille. Après, c'est un travail de tous les jours. On se sent parfois un peu seul sur le sujet. Ouais. En tout cas, notre volonté, c'est de travailler en lien étroit avec les équipes éducatives, de telle manière à ce qu'on soit complémentaires et qu'on apporte ce plus pour lutter contre les inégalités sociales et faire en sorte que chacun ait ce lien commun qui, pour nous, est l'école républicaine. Dernière question, j'aimerais revenir sur ces classes dites transplantées, que vous appelez transplantées, ces classes bien évidemment découvertes, qui ont de très bons résultats. J'ai lu votre petit mot, votre note, votre lettre, ces mots très forts, et j'ai quand même le sentiment qu'encore une fois que ça vous prend au cœur, ça vous prend aux tripes, et que vous posez cette question toute bête, pourquoi ce n'est pas généralisé ? Encore une fois, c'est une question de volonté, de choix politique, ou c'est une question d'argent ? Est-ce qu'on sait ça ? Les deux, mais on est dans la 6 ou 7e puissance du monde, dans la région la plus riche d'Europe. Bientôt 7. L'Île-de-France. Donc c'est une question de choix politique. Quand on veut, on peut, et quand on décide que l'éducation, c'est le ciment de notre société, c'est notre bien commun, c'est la formation des générations futures, des citoyens de demain, ça devrait être généralisé partout, gratuitement, offert à tous, parce que c'est ça qui permet aussi aux enfants d'apprendre à vivre les uns avec les autres, dans la diversité, dans la différence, dans l'inclusion si chère à notre président de la République. L'inclusion, l'égalité des chances, est-ce que ça passe aussi par l'étude surveillée le soir et les petits déjeuners ? Écoutez, en tout cas, ça y participe. D'abord pour apporter parfois des modes de garde, pour des rythmes de vie qui sont compliqués pour les familles, notamment les familles monoparentales. Nous, on a élargi jusqu'à 18h30. On a les études surveillées de 17h à 18h. Ça, pardon, monsieur le maire, vous arrivez à l'évaluer ? Si vous avez beaucoup de familles monoparentales, des mamans solo, des papas solo, des familles fragilisées, notamment dans nos quartiers populaires. Les plus populaires, c'est là où un des critères aujourd'hui pour voir la fragilité des quartiers, des familles, ce sont la monoparentalité, notamment des femmes seules avec enfants. Donc on y est vigilant, on essaye d'y apporter des réponses. C'est pas simple, mais en tout cas, les dispositifs de l'école, de la garderie et les études surveillées, les projets périscolaires, de 7h30 à 18h30, tarification au coefficient familiale de toutes nos activités et parfois gratuité, ça participe de ça, y compris pour la cantine, pour apporter une bonne hygiène de vie. On sait très bien que la question de l'alimentation, c'est important pour la santé et pour la santé de nos enfants et on y attache énormément d'importance. 30 000 petits déjeuners distribués, c'est ça ces dernières années ? C'est ça, et gratuitement. Gratuitement, oui. Gratuitement, et en parallèle de ça, on a environ 5 000 repas à jour avec des produits de plus de 60% bio. Beaucoup viennent d'ailleurs d'Île-de-France, puisqu'on est adhérent à la coopérative des agriculteurs bio d'Île-de-France. Donc très grande qualité du repas. Menu de substitution qui permet de prendre en compte tous les régimes alimentaires, notamment les allergies qui sont nombreuses aujourd'hui. Et puis tarification au coefficient familial. Les deux premiers coefficients, c'est 1000 enfants qui mangent gratuitement à la cantine. Et donc, on voit bien que sur cette question-là, depuis le Covid et la crise sanitaire, la question de l'alimentation des enfants est un élément extrêmement important dans l'apprentissage des enfants. Et vous sensibilisez les enfants à l'importance du tri des déchets alimentaires ? Alors, du tri des déchets alimentaires, on a le repas à table. Ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais pour leur apprendre à passer un moment à table, on leur apprend aussi... on n'a plus de plastique. Dans la loi Egalim, on a interdiction d'avoir des plastiques. Ça y est, on y est déjà dans les normes. Et puis, on les intéresse évidemment à la question du tri, puisque la question de la transition écologique, aujourd'hui, c'est souvent les enfants qui apprennent aux adultes à faire les bonnes pratiques. Optimiser le bien-être dans la vie scolaire, ça passe justement par optimiser ce bien-être pendant cette pause méridienne ?
Je crois que c'était essentiel. Ça peut être un moment parfois difficile pour les enfants. Ouais. C'est un moment que, à la fois, ils prennent un moment, que ce soit un moment éducatif, que ce soit un moment de découverte, mais que ce soit aussi un temps de pause. Et le moment du repas, on le sait en France, le temps du repas est un moment essentiel, ou parfois dans sa vie d'adulte. Sacré. Surtout en France. Surtout en France, exactement. Exactement. Et justement, qu'est-ce que vous avez mis en place pendant cette pause méridienne pour peut-être agir aussi sur le climat scolaire qui, parfois, on le sait, et je ne parle pas forcément de votre ville, est difficile aujourd'hui dans les différentes communes. D'abord, le repas pris à table n'est pas rien, puisque ça les oblige à passer non pas 5 minutes, mais 20, 25, voire une demi-heure à table, et de manger, donc ce qui n'est pas rien dans le temps de pause. Et puis des ateliers de sensibilisation aussi. Il y a des projets où ils vont visiter l'atelier de production des repas, tout autour du goût, tous les projets autour du goût. Et puis évidemment des activités périscolaires avec nos animateurs. C'est pas le plus simple, puisque on a du mal depuis le Covid à trouver des animateurs et avoir le personnel suffisant. On a du mal à recruter. Alors dans beaucoup de métiers, mais dans celui-là particulièrement, ce sont des métiers difficiles. Mais en tout cas, on essaye de travailler à des activités périscolaires, notamment ce qui est le plus simple autour du sport, au moment sur le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en attirer? Comment on peut faire justement pour peut-être qu'il faudrait mieux se démarquer au-delà de la rémunération? J'imagine comment. Peut-être par la qualité du projet pédagogique qu'on porte et l'attention qu'on porte aux enfants. Je pense que c'est un de nos points forts. Après, évidemment, on est sur des métiers plutôt pratiqués par des étudiants, par des jeunes, et des métiers difficiles. Parfois, on a l'impression que c'est simple, s'occuper des enfants, mais c'est pas toujours simple, c'est difficile. Et donc, ça nécessite peut-être, ça passe aussi par la rémunération. C'est le sujet aujourd'hui dans les collectivités publiques. Question du salaire est un vrai sujet. La restauration épicentre clairement de la vie scolaire. Dans quelle mesure, pour vous, ça doit être une vitrine ? Je ne sais pas si ça doit être une vitrine, en tout cas peut-être un modèle. Un modèle parce que avoir un bon modèle de restauration collective pour les enfants, c'est aussi s'assurer que les enfants sont en bonne santé. C'est aussi un modèle économique vertueux, puisque ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va dans les circuits courts. On va chercher par exemple nos poissons chez le pêcheur à Port-en-Bessin en Normandie. Il est pêché le dimanche et le lundi, et toute la semaine qui suit, on a du poisson blanc qui vient d'être pêché dans les assiettes. Ça, les élèves ont l'occasion d'aller découvrir ou pas forcément moi, en Normandie? J'ai eu l'occasion, j'aimerais bien, et je ne vais pas tarder à me rendre pas si loin que ça, chez l'éleveur dans l'Allier, directement pour aller chercher les viandes produites directement chez l'éleveur. C'est du circuit court, c'est de l'économie non délocalisable, et donc c'est vertueux. Alors sûrement que ça coûte un peu plus cher, mais comme on met moins de viande, par exemple, dans l'assiette, finalement on s'y retrouve, et comme il n'y a pas d'intermédiaire, on arrive à juguler l'inflation. Voilà aussi l'intérêt, non pas de la vitrine, mais du modèle. Dans la crise qu'on vit de l'agriculture, ça me semble extrêmement intelligent. Crise de l'agriculture et crise également énergétique. Et vous avez obtenu le label Ville Amie des enfants. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? C'est comment on prend en compte, au travers de tous les dispositifs que j'ai évoqués, comment on met l'enfant au cœur de nos politiques publiques. Comment on prend soin des enfants. On est aussi labellisé par l'UNICEF. J'ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais on a créé, nous à Fontenay, en 74, les ludothèques. Aujourd'hui, ça peut vous paraître, c'est très connu, mais on a créé les ludothèques. On a un service ludothèque qui intervient beaucoup autour du jeu. On a nos centres de loisirs qui ont été précurseurs et on a chaque année le Festival des droits de l'enfant. Bref, c'est comment on met... C'est quoi la différence avec une médiathèque? Alors, aujourd'hui, les ludothèques... intègre des médiathèques, mais la médiathèque c'est au sens large. On a le disque, on a le livre, demain on aura le jeu, et on est en train de construire une nouvelle médiathèque, donc vraiment l'enjeu c'est médiathèque, c'est tous les médias, et donc le numérique est en train les Fab Labs sont en train d'intégrer beaucoup les médiathèques, mais on est dans un objet plus large. La ludothèque historiquement c'était que le jeu. Et pour les villes, les communes qui n'ont pas franchi le pas, c'est quoi l'avantage d'avoir une ville à hauteur d'enfant, si je puis dire? C'est de penser aux générations futures, c'est de faire en sorte de former de jeunes citoyens qui vont s'intéresser, s'engager et qui vont travailler au nous plus qu'au je. Je dis ça, attention, de manière modeste, puisque évidemment on est dans une société où l'individualisme n'a jamais été aussi prégnant. Ceci dit, je pense qu'en tout cas on participe à travailler à la réflexion, à l'intelligence collective, plus qu'à
qu'à des individualités qui vont penser à eux, qui vont consommer. Évidemment, on n'est pas en dehors du monde, donc quand je vous dis ça, je le dis avec prudence et avec modestie. Quelle est la particularité de Fontenay-sous-Bois? Est-ce que vous devez pousser les murs? Vous avez encore un petit peu d'espace? Ou qu'en est-il de la densité pour qu'on comprenne bien? Parce que c'est vrai qu'on reçoit pas mal de maires qui, eux, doivent redoubler d'imagination pour repenser les espaces et pour qu'il y ait une certaine modularité dans ces nouveaux espaces. On est confronté à un peu des deux. On est en petite couronne, on est 52 000 habitants, on a le premier pôle de développement économique de l'Est parisien et le premier pôle de transport de l'Est parisien avec Val-de-Fontenay, qui est en train de se transformer. Donc on continue à construire, il y a besoin de logements, donc on construit et on renouvelle, on fait un peu de renouvellement urbain de manière intelligente, puisqu'en même temps, trop de la surdensité, c'est pas vivable. C'est pas faire attention aux espaces verts. Or, en termes d'espaces verts de pleine terre, on est quand même plutôt bien doté. Et c'est aussi ça qui fait qu'on respire. Donc, c'est un jeu d'équilibre. En tout cas, on est plutôt déterminé à ce qui fait vivre une ville, c'est son attractivité, c'est son dynamisme. Donc, on est plutôt en dynamique de développement, mais de développement maîtrisé, de telle manière à ce qu'on reste dans une ville apaisée et tournée vers l'avenir, c'est-à-dire vers son cadre de vie et vers ses habitants. L'égalité des chances... c'est ô combien louable, mais est-ce que c'est tenable? Parce qu'on a parlé de cette crise énergétique et de cette crise agricole aussi. Je pense que c'est tenable. Moi, mon credo, c'est de dire le rôle du service public, c'est d'assurer la cohésion territoriale et sociale d'une ville, d'un territoire. Pour ce qui me concerne, c'est pour ça qu'on on investit beaucoup dans le service public. Dans la transition écologique, on investit dans notre réseau de chaleur. On passera à la géothermie en 2028. Donc on va aller chercher la chaleur et l'eau dans le sol. Donc c'est vertueux. C'est vrai pour notre médiathèque, puisqu'on va en avoir une neuve. On vient d'inaugurer un théâtre. On investit dans les écoles. Bref, tout ce qui va faire... L'avenir de la patinoire, c'est pas compliqué du coup? Ça n'a jamais été aussi populaire, on n'a jamais été aussi fréquenté, et en plus on a fait des investissements. Que la facture sauf qu'on a fait des investissements vertueux, puisque les circuits, l'énergie utilisée pour refroidir et créer de la glace permet de chauffer la piscine. D'accord. Voilà, après, je vous dis pas que, évidemment, que ça a un coût. Ceci dit, on a des grosses entreprises du CAC 40, notamment la Société Générale, qui est sur notre territoire. D'accord. C'est pas illégitime qu'elle participe, elle, à faire de la redistribution et à participer à l'égalité des chances, par exemple. Le message est passé. Et en tout cas, à réduire les inégalités. Je crois qu'à l'ASG, ils ont bien reçu le message. Et s'agissant des écoles, est-ce que vous repensez un peu les... Les espaces? Oui, les espaces, pour le bien-être des élèves. Alors, on y travaille, mais notamment sur la question de la lutte contre la précarité énergétique, prise en compte notamment des canicules. Donc, sur le neuf, c'est facile, entre guillemets. On ne conçoit pas un projet sans les dernières normes environnementales. On a, par exemple, construit un groupe scolaire qu'on a démoli, reconstruit, avec des dernières normes où l'inertie est tellement importante que l'hiver, il fait bon, et l'été, il fait bon aussi. Mais on a des techniques avec un mur empisé, technique venue d'Afrique, qui permet un mur trombe, et après avec une structure bois, qui fait que on est très bien dans l'école. On pourrait faire une émission sur ce mur empisé, je ne connais pas. Et ça m'intéresse, on va faire ça. Faut venir. C'est extrêmement intéressant. On y a mis des ruches sur le toit, enfin bref. Hyper intéressant. Mais on ne peut pas faire ça partout. Et donc ça nécessite que l'État aide les collectivités à investir dans la transition écologique, notamment en direction des écoles. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est repenser les espaces extérieurs. Et donc, on a une partie des écoles, notamment dans le Grand Ensemble, qui date des années 60, qui sont c'est un parc habité. Donc là, il suffit d'enlever des grilles, que les espaces verts qui étaient fermés parce que les parents ou la communauté éducative ne voulaient pas que les enfants aillent se salir dedans. On enlève les grilles, les enfants, ils y vont, ils sont dans des espaces verts au milieu des arbres. C'est plus difficile dans les écoles, dans le tissu traditionnel, où il y a moins d'arbres, c'est plus goudronné. Donc là, il faut penser à des projets de ce qu'on appelle des cours oasis, donc débitumés, replantés, de telle manière à ce que ce soit plus acceptable pour les enfants. Ceci dit, il faudra aussi qu'on change peut-être les modes d'organisation. Nous, par exemple, pour nos services municipaux, quand il y a le plan canicule, on fait travailler les agents un peu plus tôt. Ils finissent un peu plus tôt. En gros, ils travaillent ceux qui sont dehors de 6h à 13h. Peut-être qu'il faudra faire pareil pour l'école, comme déjà se sont adaptés l'Espagne ou le Portugal quand il y a des fortes chaleurs. Donc voilà, ça nécessitera peut-être aussi des modalités d'organisation différentes et d'adaptabilité un peu plus importantes de l'éducation nationale sur ce sujet.
Enfance et handicap, priorité à l'inclusion à Fontenay-sous-Bois. On en parle dans un instant avec Jean-Philippe Gautret, juste après la loupe d'Alix. Alix qui nous parle aujourd'hui du projet « Il était une fois la Seconde Guerre mondiale » porté par un animateur jeunesse passionné d'histoire à Fontenay-sous-Bois, un dénommé Farid El-Kadi. Et oui, tout part d'un constat. Les enfants sont captivés lorsque Farid fait le récit des épisodes des 2 grandes guerres mondiales. Il décide d'agir et lance un projet dédié à la seconde. Nous sommes en 2019 dans la structure jeunesse du quartier Bois-Cadet à Fontenay-sous-Bois. 20 jeunes se joignent à lui pour une aventure qui va durer 3 ans. L'objectif de Farid est de rassembler les enfants autour de valeurs de justice, de paix et de tolérance en les sensibilisant à l'importance de préserver la mémoire collective, celle qui nous permet de fonder le vivre ensemble. Le programme est incroyable tant il est complet. Farid l'a pensé en suivant la chronologie des événements de la guerre. Les jeunes ont tout d'abord été sensibilisés aux cérémonies commémoratives. Ils ont visité des lieux emblématiques comme le mémorial du camp de Drancy, le musée de la résistance nationale ou encore le musée de l'armée. Ils sont également rendus au centre de la résistance, de la déportation et de la mémoire où une exposition sur les tirailleurs sénégalais leur a été présentée. Et des week-ends ont même été organisés ? Oui, je vous l'ai dit, c'est particulièrement rigoureux. Les enfants se sont rendus à Wittenheim et à Berlin, ce qui leur a permis de mieux appréhender les réalités de la guerre et de la paix. Cerise sur le gâteau, ils assistent à la cérémonie du 77e anniversaire du débarquement en Normandie. Et puis, consécration ultime, en décembre dernier, les jeunes du SMJ ont reçu le prix de l'initiative mémorielle 2023, remis par l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite. On écoute Farid El-Kadi, il nous fait part de son ressenti ce jour-là. On a été invités à la mairie de Vincennes avec les 20 jeunes. Une fois sur place, plusieurs établissements scolaires étaient présents, notamment des collèges et des lycées. Ils ont pu présenter eux aussi leur projet de mémoire, souvent porté sur un trimestre. Donc voilà, nous on a présenté notre projet, toutes nos étapes. Les jeunes ont pu prendre la parole, ont pu prendre le micro pour expliquer leur ressenti, ce qu'ils ressentaient à travers ce projet-là. Et encore une fois, je pense que nos objectifs ont été atteints. Ils ont tous été diplômés du prix mémoriel de l'Ordre national du mérite. Donc ultra valorisant pour les jeunes, pour nous et pour les familles. Un projet à pérenniser, à remettre en place avec d'autres jeunes. Et Farid m'a également raconté l'histoire touchante de Madame Garnier qui, en feuilletant la Gazette de la ville, est tombée sur son projet et a décidé de le contacter afin d'y participer. Son mari était un résistant et elle a eu l'occasion, au cours de 2 rencontres, d'échanger avec les enfants autour de tout un tas de sujets tels que les origines et les religions, toujours motivée par l'idée de transmettre un message de paix. Elle est décédée peu de temps après, ce qui a profondément ému les enfants et Farid aussi. Un très bel exemple de fraternité en somme. Vous avez accompagné Farid dans ce projet ? Complètement. J'ai pris l'habitude depuis que je suis maire, à l'initiative des anciens combattants, d'aller par exemple à la cérémonie du ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe, et où chaque année Farid emmène un groupe. C'est touchant, notamment dans la période qu'on vit où il y a des guerres un peu partout et où le message qu'on peut porter aux enfants, c'est d'abord leur expliquer. Et l'enjeu du devoir de mémoire, il est essentiel, et de porter un message de paix. Et je crois que ça y participe. Et puis ça montre un visage positif, puisque Farid, il est coordonnateur dans une structure jeunesse, dans un des quartiers populaires de la ville de Fontenay. Et moi qui en suis issu aussi de ces quartiers, qui habite toujours et qui élève mes enfants dedans, c'est aussi une façon de montrer qu'il n'y a pas que de la stigmatisation négative à montrer, mais qu'il y a des projets positifs, extrêmement positifs et extrêmement intelligents, au service du bien commun. Et hyper exhaustif. Hyper exhaustif. C'est super complet. Et en mettant en lien des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer. Et donc, de déconstruire aussi peut-être des idées reçues. Pour tout le monde d'ailleurs. Pas que pour les enfants, pour les adultes rencontrés. Et donc, non, et c'est complètement à son initiative. Donc, ça montre aussi qu'on a des talents dans nos animateurs, dans nos professionnels. Et je crois que c'est important à préciser. Et il a dit, il aimerait pérenniser le projet, c'est
quelque chose que vous on laisse beaucoup de latitude aux équipes tant que ça respecte les valeurs et les orientations politiques. Nous, les équipes font un peu, ont la possibilité de prendre de l'initiative. Donc, je pense qu'il va poursuivre son projet. Il en a beaucoup d'énergie, ça marche. Et en plus, il est très demandé, y compris par exemple les associations d'anciens combattants, parce que ils sentent bien qu'ils font passer des messages et qui sont utiles. Quelle éducation civique aujourd'hui en France, quel rôle, quelle place doit tenir cette éducation ? C'est essentiel. Je pense qu'on a besoin de travailler sur le devoir de mémoire et je pense que la meilleure façon de faire passer les messages auprès des enfants et des jeunes, c'est d'y faire participer des acteurs de la vie citoyenne. Vous avez évoqué Madame Garnier et son mari résistant. À Fontenay, on en a une célèbre qui témoigne beaucoup, c'est Ginette Kolinka, qui vient témoigner dans les écoles partout en France. Mais on en a d'autres. Et faire parler des témoins de l'histoire, je crois que rendre concret pour les enfants ces éléments-là, ils sont très conscients. Moi, mes enfants me parlent souvent de ce qu'ils voyaient à la télé et des images de guerre qu'ils voient en ce moment. Et donc, leur donner des clés de compréhension, évidemment à leur niveau, par des acteurs de la société civile, me semble extrêmement pertinent et surtout très utile. On a beaucoup parlé d'égalité depuis le début de cette émission. Égalité, Fontenay, j'ai l'impression que c'est indissociable. Comment vous agissez au quotidien concrètement sur les questions d'inclusion et de handicap? Quel dispositif vous mettez en place? Alors, pour rappel quand même, ça n'est pas de la compétence des collectivités locales. Oui, tout à fait. Non, mais c'est mieux de commencer par là, puisqu'on a beaucoup de communication gouvernementale sur l'inclusion à l'école. Or, ça demande énormément de moyens et de volontarisme. Il ne s'agit pas simplement de faire des campagnes de communication. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, historiquement, Fontenay a été une des villes pionnières sur la création d'une délégation au handicap. Donc un élu qui porte depuis 20 ou 25 ans ces questions-là. Donc on a des initiatives, on a par exemple les handicapades qui chaque année sont une quinzaine de sensibilisations au handicap en direction de la population et particulièrement des écoles. Donc il y a des parcours on a les yeux bandés, on est en fauteuil roulant, comment on se balade dans la ville pour montrer comment ça fonctionne. On a développé en parallèle des sections handisport, on aide sur ces questions-là, donc c'est extrêmement important. Et puis à l'école, on fait partie des villes qui ont pas mal de classes dites Ulysse, qui sont des classes spécialisées. Et puis on vient d'accepter, on va voir ce que ça donne, un nouveau dispositif en ce début d'année, qui est un peu l'IME dans l'école. Donc l'Institut médicaux, qui sont les écoles pour les jeunes en situation de handicap. Mais là, c'est l'IME à l'école, dans une de nos classes élémentaires. Donc plutôt en direction des jeunes enfants autistes, je crois. Donc on va voir ce que ça donne. C'est en partenariat évidemment avec l'Éducation nationale, puisque c'est porté par l'Éducation nationale. Mais en tout cas, on essaye de faire en sorte d'accompagner au mieux. Avec notamment des loisirs, j'ai vu, accessibles aussi. C'est ce qu'on vient de créer. On a créé il y a 2 ans le Pass Handicap, qui permet aux familles dont il y a des enfants qui sont porteurs de handicap de pouvoir accéder plus facilement et financièrement à des activités de handicap. Pas que pour des habitants de Fontenay, si j'ai bien compris. Si en gros il y a des familles qui ont leurs enfants scolarisés. On essaye de ne pas être fermé sur nous-mêmes, puisqu'on sait que sur cette question-là, il faut savoir tendre la main, même si on ne peut pas tout. Nous, ville de Fontenay, mais on essaye de tendre la main autant que faire se peut. Effectivement, avec un enfant qui peut pourquoi pas intégrer une structure de loisirs s'il est scolarisé. Tout à fait. Du coup à Fontenay. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'être venu nous voir sur le plateau de School TV. Merci à vous. Encore bravo pour vos initiatives. On sait que la vie de maire, c'est pas tous les jours facile. Effectivement, il faut avoir des idées, il faut avoir l'énergie et qu'on est beaucoup sollicité. Un immense merci, Jean-Philippe Gautret, maire de Fontenay-sous-Bois, à quelques encablures de Paris. Et on l'a dit, plus de 50 000 habitants, on est plus précis, c'est 52 000 habitants désormais en 2024. Ma chère Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour un nouveau numéro de School TV Le Mac. Excellente journée. Ciao.